Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur ce stand d'AMF TV, la télévision de l'Association des maires de France et Intercommunalité pour ce nouveau numéro des nouveaux territoires. Notre objectif tous les jours, c'est d'analyser les défis auxquels nos communes sont confrontées, les solutions aussi, beaucoup de solutions présentées dans nos émissions, solutions mises en place par les élus et les citoyens. On parle de lutte contre la pauvreté aujourd'hui et je vous présente tout de suite mes invités. Marie-Hélène Millet, bonjour, bienvenue. Vous êtes maire de Saint-Genis-Laval dans le rôle et co-présidente de la commission des affaires sociales de l'AMF. Luc Carnouvaz, bonjour et bienvenue. Également co-président de cette commission des affaires sociales de l'AMF et maire d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Et Jean-Michel Richard, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes président des Restos du Cœur et vous êtes venu notamment avec le film de lancement de la 41e campagne déjà des Restos du Cœur. On le regardera ensemble tout à l'heure. On va, je le disais, identifier des moyens pour lutter localement contre la pauvreté, notamment contre les nouvelles pauvretés. Peut-être le constat pour commencer, je commence avec vous, Marie-Hélène Millet, il y a de plus en plus de pauvres en France. Vous le ressentez, vous, c'est plus de 1 million de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale entre 2019 et 2023. Vous le ressentez à la dimension de votre commune de Saint-Genis-Laval ? Alors, on le ressent, je dirais, au niveau de tous les CCAS et des maires de France. C'est 20 à 30% de plus au niveau des demandes d'aide. Et même dans ma commune, qui est, entre guillemets, plutôt favorisée, on a aussi le même constat de davantage de demandes d'aide, notamment sur le logement et l'alimentation. Luc Carnouvaz, il y a des régions, des villes plus touchées que d'autres, ou alors finalement on assiste à une augmentation malgré tout assez homogène dans le pays? Alors on animait hier le forum social avec Marie-Hélène Millet, avec une double casquette parce que je suis aussi le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Et donc dans le Tour de France que j'ai mis en œuvre depuis maintenant 5 ans et demi, malheureusement ces questions qui nous rassemblent aujourd'hui sur ce plateau ne font... la pauvreté ne fait que s'aggraver d'une année sur l'autre. Hier, je disais, un peu avec malice, mais aussi avec une forme de coup de gueule, on connaît tous ce film Un jour sans fin. Et moi, je ne voudrais pas avoir un congrès sans fin où tous les ans... Le jour de la marmotte, là, où on a l'impression que ça recommence en permanence. Tous les ans, on se retrouve et tous les ans, on parle de la même chose, mais avec des ratios qui s'aggravent, en fait. Et pourtant, il y a une action publique, pardon de vous interrompre, mais il y a une action publique, nationale, locale, associative, qui existe depuis très longtemps et qui est quand même efficace. Aujourd'hui, le chef de file dans les collectivités territoriales pour les questions de solidarité, ce sont les départements. Oui. On sort du congrès de l'ADF. 53 départements français se déclarent en quasi-faillite. Et donc, cela veut dire que nous qui sommes le bloc communal, le premier et le dernier kilomètre, on disait ce matin au bureau de l'AMF, le dernier mètre, le dernier centimètre, le dernier millimètre, eh bien, on a aujourd'hui l'obligation de devoir répondre aux attentes de nos administrés qui poussent la porte de nos CCAS. Ce sont des publics nouveaux. Oui. J'ai interrogé nos adhérents. Nos adhérents nous ont dit que dans le mandat qui est en train de s'achever dans 4 mois, ils ont vu une augmentation de 30% de bénéficiaires en plus. Et dans ces nouveaux bénéficiaires, 42% ont un CDI. Oui, alors ça, on va en parler. Quand on parle des pauvres, il faut faire attention. C'est quoi la définition ? Bien sûr, effectivement. Et on va parler de ces nouveaux publics en quelque sorte. Alors justement, vous anticipez ma question. J'allais vous demander de définir c'est quoi la pauvreté, à partir de quel seuil de ressources mensuelles on considère qu'on est pauvre en France ? Bien, je vais évoquer le dernier rapport de l'INSEE qui est paru l'été dernier, à savoir qu'aujourd'hui, vous avez quasiment 10 millions de personnes, 9,8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire, c'est-à-dire 1 288 € par mois. Au resto, on accueille 1 300 000 personnes. Cette année, 77% des personnes accueillies vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté. Moins de 644 €. Et à l'intérieur, 42% n'ont plus aucun moyen de subsistance une fois que l'on retire le loyer et les charges locatives. Donc on bascule pour peu de choses, quelques euros. Donc la pauvreté, elle est endémique, elle se développe et elle s'enracine avec plusieurs dimensions en fait. Aujourd'hui, ce que l'on note nous également au resto, c'est la grande solitude, le grand isolement des personnes pauvres. Déjà, il y a ce sentiment de honte,
Et puis le fait qu'ils ne rencontrent personne, ils sont globalement rejetés. Et donc c'est un phénomène qui devient affreusement compliqué. Oui, effectivement, qui à la fois augmente et se complexifie. Je retiens effectivement ce que vous venez de nous dire avec les demandes d'aide alimentaire, évidemment, Marie-Hélène Millet, les demandes de mise à l'abri, de domiciliation. Ça prend quelle forme finalement cette pauvreté, ces nouvelles formes de pauvreté dont on commence à parler? Justement, c'est pas une seule forme. Ça serait peut-être plus facile à lutter contre si ça ne représentait qu'une forme, mais en fait c'est multiforme. Et on parlait du seuil de pauvreté, il y a aussi les étudiants qui sont un public nouveau. Il y a plus de 75% des étudiants qui ont moins de 100 € à la fin une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges. Ça veut dire que souvent ils sautent un ou plusieurs repas dans la journée, il y a un seul repas par jour, etc. Je crois qu'il y a des statistiques qui montrent que la plupart ne font qu'un seul repas par jour. Donc voilà, c'est ce qui est compliqué en fait, c'est qu'il y a des choix. Soit on sacrifie le logement, soit on sacrifie la santé, pour beaucoup l'alimentation. Donc c'est vrai que l'alimentation c'est un sujet très important et surtout l'accès à une alimentation aussi de qualité. Parce qu'on sait aussi que les personnes en situation de précarité va avoir davantage de risques d'obésité, du coup de problèmes de santé. Donc en fait, c'est pas seulement la précarité financière, en fait, c'est toutes les conséquences aussi de cette précarité. Alors quelques chiffres, le taux de pauvreté, ça rejoint l'étude de l'INSEE dont vous nous parliez tout à l'heure, Jean-Michel Richard, ça représente 15,4% de la population, étude réalisée en 2023. Les chiffres ont été dévoilés cet été. Et puis alors vous l'évoquiez tout à l'heure, Luc Carvounas, selon cette étude de l'UNCAS de juin 2024, il y a 65% des centres communaux d'action sociale sollicités pour une mise à l'abri. Et puis alors parmi les demandeurs, ça rejoint ce que vous dites, 32% sont des salariés en CDI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, on pourrait ouvrir le débat sur les salaires, les bas salaires, les trappes à bas salaires, mais bon, ça veut dire que c'est plus un phénomène marginal, si j'ose dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être un travailleur, une travailleuse, et ne pas pouvoir subvenir à son quotidien malgré son salaire. Ça pose la question du pouvoir d'achat. On a des collègues maires qui mettent en œuvre ce qu'on appelle la mutuelle communale, l'assurance habitat communale pour permettre d'avoir un volume tel qu'on peut avoir des prix bas pour pouvoir avoir une assurance santé. Mais ça pose vraiment le sujet de finalement, c'est quoi être un travailleur pauvre ? Et comment la puissance publique peut répondre à ces retraités qui poussent la porte du CCAS. Marie-Hélène le disait, ces étudiants, ces salariés. Et moi, ce que j'ai pu voir, et d'ailleurs on a fait une enquête auprès de nos adhérents CCAS, 71% de ceux qui nous ont répondu ont déclaré qu'ils ont augmenté le budget du CCAS. Donc cela veut dire, et ça je l'ai vu dans mon tour de l'Hexagone et des territoires ultramarins depuis 5 ans, il n'y a pas un maire, qui soit de droite, de gauche, du centre, qui n'abonde pas au moment du vote du budget la subvention allouée à son centre communal d'action sociale. Ce qui montre bien qu'il y a une attente malheureusement plus lourde. Le taux de pauvreté en France n'a jamais été aussi élevé que depuis 30 ans quand même. Donc on nous dit qu'on a rendu du pouvoir d'achat avec moins d'impôts. La réalité, elle n'est pas là en fait. Et aujourd'hui, le maire, la maire, on est confronté à devoir répondre à des problématiques humaines. Moi, je n'arrête pas de marteler. Nous, notre matière, c'est l'humain. C'est pas les tableaux Excel de Bercy. C'est de devoir répondre à des attentes du quotidien. Des tableaux Excel qui nous prévoient 4,6 milliards d'euros de dotation en moins si le budget, dans sa version, alors il change tellement souvent que bon, on va pas s'avancer. Il y a l'action du Sénat qui est en cours. Depuis 12 ans, c'est 82 milliards de ponctions sur les collectivités territoriales quand même. Je sais. Donc il y a un moment où vous êtes obligé de faire des choix qui sont presque insupportables, quoi. C'est-à-dire dans quel budget je coupe ? Dans quel budget de coupe? Ou alors, est-ce qu'on augmente les impôts? Mais alors se pose la question de l'inéquité, puisque seuls les propriétaires paient aujourd'hui de l'impôt. Donc, il n'y a plus de lien finalement entre les habitants non plus et les services communaux. Donc, effectivement, il y a ces questions. Et dans les budgets aussi des CCAS, il y a toute la gestion des résidences autonomie,
des EHPAD, et on sait aussi qu'ils sont largement, à plus de 85%, en déficit et subventionnés par les communes. Et en fait, finalement, ces compensations, on va dire, qui sont données par les communes à leur CCAS, elles n'apparaissent pas dans le déficit dont on parle aujourd'hui, en fait, puisque ce sont les communes qui pourvoient à le combler. Alors, on va parler de ce que vous mettez en place, des outils de lutte contre la pauvreté. Et je vais commencer par parler de communication avec vous, Jean-Michel Richard, puisque vous êtes venu avec le film de lancement de la campagne des Restos du Cœur. Ce sont les 40 ans des Restos et la 41e campagne. Regardez ce film. Et j'ai une petite idée comme ça. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite. 10 ans déjà, 10e campagne des Restos du Cœur. 30 ans après, la petite idée de Coluche a grandi. La communication comme levier d'action, évidemment, c'en est un. Je voudrais que, aussi, quand on voit ça, moi je pense aux bénévoles, à tous ceux qui permettent aux Restos du Cœur d'exister. C'est combien de personnes aujourd'hui? Et est-ce que ce bénévolat, il a évolué finalement? Ou est-ce qu'il y a toujours une volonté de s'engager pour lutter contre la pauvreté? Alors ce bénévolat chez nous, le modèle est tellement singulier, il est basé sur le bénévolat. Ouais. Nous avons 78 000 bénévoles permanents en France et 30 000 bénévoles occasionnels. Est-ce qu'il a évolué? Je dirais oui et non, mais il est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formes d'engagement ne sont plus les mêmes. Les grandes classes d'âge qui ont beaucoup bénévolaient longtemps, et puis sur des durées longues au cours de la semaine. Aujourd'hui, ces classes d'âge, elles partent, elles s'arrêtent, elles vieillissent, et c'est remplacé par des classes d'âge plus jeunes, de jeunes actifs, d'étudiants, qui viennent bénévoler quelques heures, ponctuellement, et tant mieux. Mais à nous d'adapter nos structures, nos centres, en fonction des heures d'ouverture, des jours d'ouverture. Et je tiens à signaler aussi dans ces nouvelles classes d'âge la force de l'engagement. Ils viennent pour donner du sens, pour vraiment servir une cause, et ça nous fait beaucoup de bien. Donc c'est l'enjeu des années à venir, très clairement. On parlait des personnes en CDI, donc les travailleurs pauvres, vous les voyez effectivement pousser la porte des Restos du Cœur? Alors les travailleurs pauvres, effectivement, on les voit pousser. Aujourd'hui, c'est 13% des personnes qui viennent au resto. Par rapport à la situation à l'emploi, 13%. Les étudiants, 12%. Les retraités, 8%. Donc c'est un public qu'on voyait depuis un certain nombre d'années, mais d'année en année, ça s'accentue. Bien évidemment. Et très clairement, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les restos, malgré notre force de frappe, si je peux m'exprimer ainsi, on est en limite de nos capacités financières, opérationnelles et humaines. Voilà. Et je tiens à saluer les partenariats qui existent depuis des dizaines d'années avec les collectivités qui nous permettent de pouvoir faire ce que l'on fait, avec plus de 70% de nos lieux d'activité qui sont mis à disposition gratuitement par des collectivités. Nous sommes implantés dans 1800 communes en France. Oui. Et alors justement, je veux bien vous entendre là-dessus, Marie-Hélène Millet, sur le lien et le rôle des associations qui à la fois vous alertent sur des situations qui peuvent être critiques, sans lesquelles peut-être vous auriez du mal à être efficace. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Justement, on parlait des CCAS et le fonctionnement même d'un CCAS, c'est d'être à la fois constitué de son conseil d'administration d'élus, mais aussi de membres d'associations qui représentent tous les champs de la solidarité, que ce soit les personnes âgées, la petite enfance, évidemment les associations caritatives et les associations d'insertion. Donc ça permet en fait aussi d'avoir un regard un peu à 360 sur chaque commune en fait de l'action sociale. Je dirais aussi de sa pertinence, parce qu'il ne faut pas non plus s'astreindre à un devoir d'évaluation de ce qu'on fait et de voir aussi comment on peut être le plus efficace possible. Et qui vous servent de vigie aussi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qui vous alertent parfois sur des situations familiales particulières urgentes.
ça Tout à arrive. fait, tout à fait. Il peut y avoir effectivement des échanges. Et puis je rappelle qu'en début de mandat, chaque commune a le devoir de faire son analyse des besoins sociaux Oui. pour justement avoir un focus sur son territoire et puis après de le décliner sur des thématiques tout au long du mandat. Et c'est vrai que par exemple cette thématique des étudiants, elle est quand même apparue plutôt récemment, post-crise Covid. La crise Covid a montré que justement, il y avait des étudiants qui ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. On va continuer à en parler des étudiants parce qu'on a des images d'une manifestation qui a eu lieu à Saint-Étienne il y a quelques jours. On va vous les montrer. Mais d'abord, je voulais, avec vous, Luc Carvounas, parler du contexte budgétaire qui frappe aussi les associations. On ne l'a pas encore évoqué, c'est-à-dire que les budgets des associations, il y a beaucoup d'associations qui sont en péril aujourd'hui, faute de financement. Il y a les financements nationaux et locaux aussi, certaines collectivités qui peuvent moins ou plus assurer. D'ailleurs, votre prédécesseur, monsieur le président des Restos du Cœur, avait tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans, je crois. Hein. Et il y a eu du coup une réaction du gouvernement assez massive pour essayer de pallier à cette difficulté où on ne peut pas se passer des Restos du Cœur, par exemple. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir les Restos du Cœur dans ma commune. C'est 800 familles qui sont bénéficiaires. Et quand j'ai été élu maire, j'ai installé les Restos du Cœur en centre-ville. Parce que c'est pas, on ne se cache pas en fait. On aide des personnes qui ont un problème dans leur parcours de vie et effectivement, par une mise à disposition, par des véhicules pour aller chercher le matériel, tout ce que vous avez dit hier, je me suis retrouvé dedans. Et on a un avant et un après Covid. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a été tous confinés au mois de mars 2020, les familles qui avaient leurs enfants notamment, matin, midi et soir, se sont rendus compte, malgré le coût de la cantine scolaire, que c'était plus du tout la même histoire, qui se retrouvaient avec des sommes à mettre sur la table beaucoup plus importantes. Et à un moment où malheureusement nos bénévoles, qui étaient des seniors au Resto du Cœur, ne pouvaient plus assumer la fonction de bénévole. Oui, et puis il y a des bénévoles qui, après la crise Covid, ont été un peu hésitants à retourner dans les associations. Et donc, du coup, la puissance publique, nos CCAS, on a essayé de coordonner tout l'écosystème de ces associations. Moi, j'ai la chance à Alfortville d'avoir quasiment toutes les associations caritatives présentes sur le territoire. Et donc, pour en avoir parlé avec les collègues maires, il y a des bonnes pratiques qui se sont mises en œuvre et je pense qu'au moment où on parle de cette précarité plus importante aujourd'hui, je pense que dans le spectre des analyses des besoins sociaux qu'évoquait Marie-Hélène Millet et dans notre savoir-faire ensemble, je crois qu'on rattrape quand même pas mal de monde et on essaye de faire en sorte que leur quotidien soit plutôt bien. Ouais. Avec donc la précarité étudiante, on l'a évoqué les uns et les autres autour de cette table, mais je vous propose de regarder ces images qui nous viennent donc de Saint-Étienne. Alors là, c'est une initiative qui vient du club de foot de Saint-Étienne, la SSE, qui s'est associée le mois dernier à une association locale de lutte contre la précarité étudiante. Voilà, on voit les images. Elle s'appelle Delivered, cette association, course solidaire et festive en échange d'un kit alimentaire à destination des étudiants. Les participants ont couru dans cette ambiance festive à l'arrivée, remporté des cadeaux qui étaient offerts par les Verts. Il ne devait pas y avoir beaucoup de supporters de l'Olympique lyonnais. Bref, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite blague du Rhône, un grand classique qui vous parle forcément, Marie-Hélène Millet. Image de TF7, la télé locale stéphanoise. Mais on n'est pas là pour parler football. Voilà, c'est pour ça que je ne les avais pas vus. Non, Mais ce type d'initiative, vous en menez vous aussi à la dimension de votre commune ou de vos communes? Il y a beaucoup de l'AMF pourrait citer des dizaines et dizaines d'initiatives, évidemment. Tout à fait. Alors, je vais peut-être en citer simplement 2. Oui. Donc, à Saint-Genis-Laval, la ville dont je suis maire, on accueille des étudiants dans nos résidences autonomie. En échange de loyers modérés. Donc, soit ils viennent d'une association qui s'appelle Team Écolette et qui favorise le logement intergénérationnel, soit ils sont envoyés par la mission locale. Et ça permet dans chaque résidence d'avoir des étudiants qui, à la fois pour eux, bénéficient d'un loyer modéré, mais qui aussi vont créer du lien et s'engager aussi auprès des personnes âgées. Les dimanches, du coup, sont moins longs ensemble. Et la deuxième initiative, c'est une association qui a été montée à Lyon et qui est en train d'essaimer sur tout le territoire national et qui s'appelle Un Cabas pour un étudiant. Et c'est un parrainage en fait d'une famille qui chaque mois s'engage alors à donner
au départ, c'était des produits alimentaires, d'où le nom Un Kaba pour un étudiant, mais ça peut être aussi un repas à la maison pour rompre aussi l'isolement des étudiants, parce que cette précarité peut aussi les conduire à être très seuls. Oui. Vous parliez effectivement de l'isolement comme dommage collatéral en quelque sorte de la pauvreté, et vous évoquiez la honte ou le tabou qui existe encore de pousser la porte des Restos du Cœur et qu'on peut tous comprendre ici. Est-ce qu'il est transgénérationnel, ou est-ce que peut-être les étudiants qui sont nés avec les Restos du Cœur se disent bon ben pourquoi pas, j'y vais? Globalement, il est transgénérationnel. Le premier pas est très compliqué à passer, à franchir. Par contre, après, vous savez qu'au resto, on est né avec Coluche. Donc, il y a une forme de joie de vivre, de rire permanent dans nos centres, parce qu'on ne veut pas en plus de la tristesse. Ouais. Donc, une fois que les gens ont poussé la porte, on les accueille dans ce qu'on appelle des coins cafés. Ça permet de se poser, de discuter, d'échanger. Et puis, nous, surtout, de détecter des besoins pour éventuellement y répondre ou orienter vers les services qui peuvent apporter les solutions. Donc oui, cette peur, cette honte, le fait de baisser la tête quand on arrive au resto, elle existe au démarrage, clairement. Le premier jour seulement. Le premier jour. D'une certaine façon, oui. C'est ce que je comprends. C'est ce que. Mais et après, on fait partie aussi d'une communauté qui crée du lien, quoi. Oui. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'isolement et d'épidémie de solitude. Notre observatoire a réalisé une étude. On a 30% des personnes qui viennent chez nous où le seul contact qu'ils ont dans la semaine, c'est les restos. Donc voilà. Et tant au niveau urbain qu'en matière rurale. Enfin, c'est partout sur le territoire. Et donc, oui, on le ressent en permanence. Et là, en plus, nous ne parlons pas des gens de la rue. Alors là, on ne parle même plus d'isolement ou de solitude, ils sont totalement invisibles. Ouais, sachant que les gens de la rue, on est à 350 000 personnes qui vivent dans la rue, ça a doublé en 10 ans. Donc voilà. Nous avons au resto, excusez-moi, allez-y. 2 300 000 contacts avec les gens de la rue l'an passé. Échanger, donner un repas chaud, apporter un vêtement, une couverture, orienter, voilà. Donc c'est aussi une problématique monstrueuse. Ouais, ça fait partie des actions qu'un maire, je me tourne vers vous, Luc Carvounas, doit mener, c'est-à-dire les personnes qui sont sans domicile fixe. Souvent, en termes d'image, on n'est pas très heureux. Enfin, il faut mettre les pieds dans le plat. On n'est pas très heureux de voir ça dans sa ville. Donc, quand on dit 350 000 SDF aujourd'hui en France, c'est pas forcément des gens qui dorment dans la rue. C'est des gens qui peuvent être domiciliés chez vous, chez moi, mais qui n'ont pas une adresse fixe. D'où l'obligation légale pour les CCAS de faire ce qu'on appelle la domiciliation pour l'accès aux droits. Donc ça, c'est... nous, l'UNCAS, avec Marie-Hélène Billet, on avait alerté les pouvoirs publics il y a déjà plus de 2 ans. C'est 20 000 enfants qui dorment sans domicile fixe. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ces sujets-là. Et comment on fait comme l'a dit Marie-Hélène Billet, on essaye soit de monter aussi aujourd'hui, alors que c'est une prérogative de l'État. Il y a de plus en plus de communes, comme Alfortville, qui mettent en place des logements d'urgence. Aujourd'hui, on a 204 000 logements d'urgence en France. C'est beaucoup trop peu. D'ailleurs, la grande majorité sont en Île-de-France et dans cette grande majorité, c'est Paris. Et ce que je vois, c'est que les collègues maires, là aussi, ça transcende les obédiences politiques, mettent en œuvre ces logements d'urgence. Mais il ne suffit pas de loger urgemment. Il faut mettre autour les travailleurs sociaux, il faut faire de la réinsertion. C'est toute une ingénierie du social à devoir développer. Et aujourd'hui, on rencontre des problématiques de recrutement parce que ce sont des métiers qui ne sont plus attractifs, énormes. Effectivement, avec une question, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais quand même qu'on parle d'initiatives ou de partenariats public-privé. Je ne sais pas si l'une ou l'autre, vous avez mis en place des partenariats entre vos centres communaux d'action sociale et des entreprises. Peut-être Luc Carvounas, je sais qu'à Alfortville, il y en a un. Je sais pas si à Saint-Denis, à Saint-Genis-Laval, il y en a un. Oui, mais c'est difficile à mener. Je vais vous donner Pourquoi c'est compliqué ? Je vais vous donner un exemple. Au début du mandat, j'ai écrit à toutes les entreprises qui travaillent de près ou de loin avec la commune pour leur dire ce serait bien, est-ce que vous ne voulez pas faire un don au centre communal d'action sociale qui est en plus déductible des impôts. Ça, on le sait peu. Mais quand on donne à un CCAS, une entreprise peut le déduire des impôts. Je vais être franc avec vous.
j'ai eu très très peu de réponses. Et donc, je pense que d'un territoire à l'autre, selon la dynamique du territoire, moi j'ai peu de grandes entreprises, c'est surtout du petit commerce local. Donc, c'est des choses qu'on devrait devoir développer, mais c'est compliqué. Ouais. Et vous? Oui, d'un mot, il nous reste 1 minute. En fait, il me revenait à l'esprit le débat d'hier. Et c'est vrai qu'aussi, c'est peut-être lié à la vision qu'on a de la pauvreté, qui renvoie pas forcément une image que l'entreprise voudra voir associée. C'est pas très RSE. Donc autant c'est vrai que je dirais les entreprises, c'est facile de les solliciter pour des actions culturelles, du sport, de la transition écologique. Mais c'est vrai que peut-être qu'on a quelque chose à travailler. Je trouve que c'est intéressant votre question sur justement la précarité et le lien. Ouais. Mais quand ils nous aident sur d'autres projets, ça permet aussi d'alimenter le budget du CCAS. Et c'est vrai que quand les entreprises sont beaucoup plus grosses et ont du budget, elles peuvent s'engager. C'est ce que le Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait fait lors de l'appel d'urgence qui avait été lancé par votre prédécesseur. Comment on peut vous aider? On conclut là-dessus. Il y a des téléspectateurs, des téléspectatrices qui peuvent aider les Restos du Cœur tout de suite. Comment ils font? Bien évidemment, ils peuvent faire des dons sur notre site internet, nous rejoindre en tant que bénévoles. Et moi, le message vraiment, c'est aux collectivités, étant donné l'accroissement de la pauvreté, continuez à nous aider. Franchement, on est inquiet par rapport au débat parlementaire, notamment sur le secteur de l'insertion par l'activité économique. L'insertion, dans nos chantiers d'insertion, il faut que les crédits perdurent. Donc, aidez-nous, venez nous aider. Et faites un don éventuellement. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce numéro des Nouveaux Territoires. Je vous dis à très vite.